Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire Flash Actu du 26 juin. On va donc avec Océane vous présenter les dernières actualités de l'assurance maladie. Là, on va vous parler un petit peu de la logistique avec Oui. Océane. En attendant que tout le monde arrive, c'est vrai qu'on a beaucoup d'inscrits, beaucoup de participants, hein. On a 374 inscrits, donc on attend que tous les employeurs arrivent. Donc, on va se présenter. Vous nous connaissez. Je suis Caroline Marini, chargée de la relation entreprise sur le site de la Moselle de Metz. Et puis donc Océane Guerchou, donc chargée de la relation entreprise, également l'assurance maladie de Moselle. Voilà. Donc, au niveau du support, vous avez l'habitude. Donc, le support, vous allez le recevoir par mail. C'est ça ou non, c'est Ben là, pas. il est téléchargeable Ouais, dans il est téléchargeable. dans l'enquête de satisfaction. Voilà. C'est-à-dire à l'issue du Oui. webinaire, vous allez avoir une enquête de satisfaction et vous pourrez télécharger le support. À savoir également que nous avons toujours des replays qui sont disponibles sur YouTube, hein, sur la chaîne YouTube CPM de Moselle, webinaire employeur. Vous pouvez nous retrouver tous les webinaires. Mm. Ce webinaire, donc, c'est un flash actu, ça devrait durer à peu près 30-35 minutes. Au niveau des questions, donc, n'hésitez pas à les poser tout au long du webinaire, hein. Dès que vous avez un petit doute, vous nous posez une question. Toujours bien par l'icône questions et réponses. Donc, soit avec Océane, on y répond tout de suite, soit on se laisse toujours un temps à l'issue du webinaire, hein, pour répondre à vos questions. On a Ah. encore des employeurs qui arrivent. Là, pour l'instant, on est à Mhm. 185 participants. Et puis on Voilà. va passer au sommaire, le temps que les participants arrivent. Donc, alors vous pouvez juste nous confirmer auparavant si vous avez bien du son et que tout fonctionne chez vous. Ah, Madame Becker, donc on vous entend bien. L'imam, file un peu. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous avez au moins le support? Comme ça, on est tous ensemble. Oui, Donc, c'est bon pour tout le visiblement, monde. ça a l'air Super. parfait. Ben, on va pouvoir commencer. Alors, au programme ce matin, donc on va voir ensemble donc, le nouveau CERFA sécurité d'arrêt de travail. Donc, c'est Caroline qui s'en chargera. Je reprendrai la main donc, sur les sorties hors circonscription. On voulait vous faire un petit topo avant les vacances d'été. Caroline reparlera donc nouveau plafond des indemnités journalières. Je prendrai en charge donc les nouveautés compte entreprise, donc sur le dépôt des pièces jointes et la déclaration accident de travail. Et puis on finira par un petit point réglementaire sur le dernier jour de travail et les salaires en congé maternité. Alors, sans plus tarder, j'attends que Caroline, c'est bon? Oui, c'est tout bon. On va parler du nouveau CERFA sécurisé. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais on va vous faire un petit point sur ce nouveau Oui. CERFA. Donc, le nouveau CERFA sécurisé, il sera prochainement obligatoire pour tous les prescripteurs utilisant le format papier. Donc, tous les anciens CERFA seront systématiquement rejetés par la caisse primaire. Il faut savoir que les scans et les photocopies, notamment, ne pourront être acceptés et seront non recevables. Ils seront donc, ces anciens CERFA, renvoyés au prescripteur afin qu'ils puissent transmettre à l'assuré concerné un arrêt de travail rectificatif établi à l'aide de ce nouveau CERFA sécurisé et on informera l'assuré. Donc, l'utilisation de ce formulaire CERFA sécurisé, il permet notamment de diminuer significativement les risques de fraude et de falsification. Il permet une fiabilisation des informations transmises par le prescripteur. Alors, on vous a mis un spécimen. Donc, il faut savoir que ça, c'est le volet 1. C'est destiné à la caisse primaire. Vous, pour vous, employeur, en fait, le volet 3, il reste inchangé. C'est vraiment au niveau du volet 1, hein. On vous a un petit peu mis à l'écran ce qui va changer. C'est vraiment nous, caisse primaire, qui allons recevoir ces Ce volet-là, modifications. oui. Alors, l'utilisation de ce formulaire sécurisé, donc comme je le disais, il devient obligatoire pour tout envoi d'un arrêt de travail sous format papier. Je me permets d'intervenir. Tout ce qui est télétransmission, ça change pas. Là, il y aura pas Ouais. besoin, il n'y a pas de nouveau CERFA sécurisé sur la télétransmission. C'est vraiment pour tout ce qui est format papier. Donc, pour rappel, aucun arrêt de travail ne peut être obtenu sans une consultation ou une téléconsultation avec un professionnel de santé. On fait un petit rappel, donc en cas de téléconsultation, l'arrêt de travail ou le renouvellement d'arrêt de travail ne peut pas dépasser une durée de 3 jours si le prescripteur n'est ni le médecin traitant ni la sage-femme référente. On rappelle également la liste des professionnels de santé qui peuvent prescrire un arrêt de travail. Il y a donc le médecin généraliste ou le remplaçant, le médecin spécialiste, le médecin hospitalier, le médecin retraité, le chirurgien dentiste, le médecin scolaire, universitaire, associatif et la sage-femme. À savoir, attention pour la sage-femme, en fait, elle peut prescrire des arrêts de travail aux femmes enceintes, mais que dans deux situations. En cas de grossesse non pathologique
et en cas d'interruption de grossesse par voie médicamenteuse dans la limite de 4 jours calendaires, renouvelable une fois. Voilà, donc ça c'était un petit récap voilà, sur les prescripteurs. On regarde juste vite fait si on a des questions. Donc effectivement, à partir de quelle date ce nouveau CERFA? Alors nous, on n'a pas de date pour Ouais, l'instant. En fait, on est un petit peu bloqué par la CNAM. Pour l'instant, ils n'ont pas diffusé de date. On sait que c'est prochainement, mais quand? ouais, On on peut peut pas vous le pas. dire. On sait pas. Ouais. On attend en Mm. fait des informations complémentaires de la Caisse nationale. Tout est prêt, mais au niveau de la date de mise en place, C'est on n'a ça. On pas sait pas de... encore. Ouais. Voilà, on a encore juste une question. Est-ce que la sécurité sociale nous préviendra en cas de fraude? Si oui, devra-t-on maintenir le salaire? Alors pour l'instant, c'est vrai que tiens pour parler, on n'a pas voilà, il n'y a pas de dire en fait. Ouais, C'est vrai que nous, on vous envoie un mail souvent en vous disant juste que l'arrêt n'est pas indemnisable et qu'il faut se ouais, rapprocher de votre salarié. Donc c'est souvent dans le cas là. Après, pour tout ce qui est retenue de salaire, là, il faudrait voir en interne en fait ouais. comment vous procédez C'est ça. En pour fait, ce nous, genre de on soucis. n'intervient pas en fait s'il y a fraude, s'il y a sanction, s'il y a des indemnités à C'est zéro. ça. Nous, on peut pas vous dire si vous Mm. devez vous sanctionner ou pas. C'est vraiment dans vos conventions collectives. Oui. Nous, dans tous les cas, notre devoir, c'est de vous prévenir qu'il n'y aura pas Mm. d'indemnité. On vous donne pas la raison, mais on n'intervient Mm. pas. Grossesse non pathologique. Alors en fait, c'est que, vous savez, sur l'arrêt de travail, vous avez une petite coche qui est, par exemple, je crois que c'est écrit en lien avec un congé pathologique résultant de la grossesse. Et si vous voulez, la sage-femme ne peut pas prescrire ce genre d'arrêt. Ça c'est les 14 jours, vous savez, que vous payez que nous, on Mm. paye au risque maternité. Les sages-femmes ne peuvent pas le prescrire. Donc tout ce qui a, tous les arrêts qui sont en lien prescrits par une sage-femme en lien avec une grossesse pathologique. Donc, quand c'est coché, nous, on doit le renvoyer au médecin, enfin, à l'assurée pour qu'elle fasse un rectificatif par son médecin traitant ou par le gynécologue. Voilà, parce qu'au niveau de la grossesse non Mm. pathologique et pathologique, l'indemnisation est également différente, hein. La grossesse pathologique s'indemnise les 14 jours C'est ça. au titre Mm. de la maternité et la non pathologique, on va être sur Mm. de la maladie. Alors, je crois qu'il y a encore quelques petites Mhm. questions. Alors, sachant que le volet 3 ne change pas, comment l'employeur est au courant du mauvais document transmis par le médecin? Impact pour la subro et attente des indemnités journalières. Alors effectivement, là, il n'est pas prévu pour le moment de prévenir l'employeur comme quoi on a reçu des CERFA non sécurisés. C'est vrai que ça risque de retarder un tout petit peu les Mm. indemnités. Ben, on pense que c'est pour ça en fait qu'il n'y a pas de date parce que c'est pas réellement. Ils savent peut-être qu'ils n'ont pas encore d'informations sur Ouais, comment est-ce que ça va se faire au niveau de l'employeur. Est-ce qu'on va pouvoir faire des courriers ou pas? Donc pour l'instant, c'est vrai que c'est en suspens et c'est pour ça qu'on n'a pas de date précise, hein. ouais. Et donc, vous avez raison, vous, le volet 3, effectivement, bah, vous ne verrez pas, Mm. puisqu'il ne change pas. C'est vraiment en interne chez nous, en fait, qu'on verra, qu'on renverra à l'assuré ou au médecin, en Mm. fait. Et vous, bah, le seul risque, c'est qu'il y aura un petit décalage dans les indemnités journalières. Comment pouvons-nous différencier l'ancien et le nouveau? Ben, comme on le dit, hein, au niveau employeur, Oui, il n'y vous aura ne pas de verrez changement. rien. Donc la mise en place n'est pas au 1er juillet. Alors c'était annoncé, mais pour l'instant, non, c'est pas au 1er juillet. Voilà. Donc, je vois qu'il y a des employeurs qui sont déjà bien informés des dates, c'est bien, mais C'est bon, c'est ça. pas au 1er juillet. Et non, donc la sage-femme ne peut pas prescrire de congé pathologique, hein. Chez nous, on les refuse, hein. On renvoie un courrier à l'assuré pour qu'elle voie avec son gynécologue ou son médecin généraliste. Voilà, on va pouvoir passer. Donc, au niveau du CERFA, on est complet. On espère avoir été complet. On Mais va laisser. s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, on Oui, hein. répondra peut-être à l'issue. Bon, là, on va passer juste aux sorties en circonscription, puisque du coup, donc l'été approche et c'est vrai que là, il y a beaucoup de personnes qui partent en vacances. Donc en fait, auparavant, c'est vrai que l'assuré devait demander un accord à la caisse de rattachement pour toute sortie hors circonscription, mais ça a été supprimé hein, donc par une décision du Conseil d'État en novembre 2024. À savoir que donc si l'assuré se déplace en France ou dans un pays membre de l'Union européenne, la Suisse ou le Royaume-Uni, il n'est pas tenu en fait de demander une autorisation de sortie du territoire. Par contre, s'il va dans un autre pays étranger, donc là, il est tenu de demander une autorisation de sortie parce qu'en fonction du pays et de la convention bilatérale avec la France, la prise en charge donc des indemnités journalières peut être suspendue pendant la sortie du territoire. C'est vraiment parce que il y a des conventions qui sont faites entre la France et certains pays. Et si par exemple, alors, je ne sais pas si justement il y a une convention avec le Brésil, mais s'il part au Brésil, peut-être qu'il n'y a pas de convention et là, on ne peut pas maintenir les IJ. Par contre, on rappelle quand même hein, que l'assuré il est tenu Mm. de se rendre à ses rendez-vous médicaux, donc orchestrés par le service médical, donc sous peine d'une suspension d'indemnité journalière,
C'est-à-dire que si il part pendant un mois en Turquie et qu'au final, en plein milieu du mois, il faut qu'il Ouais. revienne à Metz en France, eh ben, il faut qu'il revienne et c'est obligatoire. Il faut pas qu'il reste en vacances en fait. Il faut vraiment qu'il se rende à ses rendez-vous médicaux demandés par le service médical. Je rappelle juste assez rapidement donc les obligations du salarié, c'est vrai qu'on les rappelle assez régulièrement, Mm. hein. Donc c'est bien sûr transmettre l'avis d'arrêt de travail donc à son organisme de sécurité sociale sous les 48 heures. Respecter les heures de sortie autorisées par le praticien, hein, donc c'est généralement 9h, 11h et 14h, 16h. Se soumettre au contrôle donc organisé par le service médical, on le répète. S'abstenir de toute activité non autorisée et d'informer donc sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant la fin de l'arrêt de travail prescrit. Et puis on l'a pas noté, mais également de vous envoyer son arrêt de travail. Mm. Ça c'est très important. On a une petite question d'Evelyne. Ne doit-on pas demander d'autorisation de sortie? Donc ça, on l'a dit. Mais est-ce que le salarié doit tout de même prévenir la caisse de son absence du domicile? À mon sens, non, il a même pas besoin de nous prévenir. Non, au Après, final, il faut non. qu'il soit quand même en sortie libre, effectivement. Mm. S'il a, comme on l'a mis hein, à l'écran, respecté les heures de sortie autorisées par le praticien, effectivement, il faut que le médecin coche quand même sortie libre. Mais en fait, si le médecin il coche qu'il doit être à son domicile, il faut qu'il soit dans son domicile pour le. En fait, c'est un peu paradoxal parce qu'on lui dit qu'il peut partir, mais si le médecin dit qu'il faut qu'il soit dans son domicile de 9h à 11h et de 14h à 16h, s'il y a un contrôle, il faut qu'il y soit. Ouais, c'est ça en fait, Mm, hein. C'est pour ça que c'est important que le médecin coche sortie libre pour que le salarié puisse se déplacer à l'étranger, hein. c'est ça. Euh, le salarié n'a pas à demander d'autorisation, mais il doit tout de même prévenir. Voilà. Il doit pouvoir être visité par un médecin contrôleur. Ben, Ah c'est bah, ça c'est en c'est- fait. c'est ce qu'on C'est vient de dire ça. en fait. Il faut. Alors, si le médecin généraliste n'a pas autorisé les sorties libres, ça veut dire, on est d'accord, comme le disait Océane, Mm. il doit être à la maison de 9h à 11h. Donc là, c'est Et vrai de que s'il part 14h en à 16h. vacances et qu'il n'y a pas de sortie libre et qu'un médecin vient ou un agent assermenté caisse primaire vient et qu'il n'est pas à son domicile, là, il risque des sanctions. Maintenant, les médecins généralistes, souvent pour les vacances, mettent sur les arrêts sortie libre. Donc là, effectivement, il ne sera pas en infraction, il peut partir, il est en sortie libre. Alors, Carole a un souci, je ne vois pas votre écran. Alors, oui, il y aura un replay, Carole, sur notre chaîne YouTube CPM de Moselle, en fait, hein. Il faut oui. se connecter sur YouTube et vous retrouverez ce webinaire d'ici demain. Voilà, on va passer. Ah, on a encore quelques petites questions. Alors, Euh, mais le salarié ne peut-il pas mentionner l'adresse où il réside pendant les vacances? En fait, si vous voulez, l'adresse à renseigner dans la première partie, c'est l'adresse où il peut être visité. C'est pas forcément l'adresse de son domicile, c'est l'adresse où il peut être visité. Et apparemment, donc, la sécurité sociale a refusé un formulaire CERFA pour un de vos patients, Céline Catano. Donc, que répondre? Eh ben, là, il faudrait se rapprocher de la caisse, en fait, voir pourquoi, parce que normalement, il n'y a pas besoin de refuser, puisque le CERFA n'est pas mis en. Pour oui, l'instant, c'est pas obligatoire, voilà. pardon. Au niveau Normalement, ils du, sont pas du censés vous le CERFA, refuser, ouais. alors il faudrait peut-être nous préciser, Mm. Céline, quel CERFA a été refusé puisqu'il n'est pas encore mis en place, le CERFA sécurisé. Alors, vous parlez peut-être des anciens formulaires papier qu'on utilise encore. Mm. À mon sens, on les refuse pas. Il Pour faudrait voir l'instant, normalement, non, ouais. le dossier à titre Personnel, ouais, particulier, quoi. particulier. Mm. Ancien CERFA refusé, demande du formulaire sécurisé. Ah, C'était la CEPAM de Moselle, Céline, ou c'était une autre oh, je CEPAM? pense Parce pas que, qu'il est au niveau national, il est pas encore. bah Ah oui, bah, c'est parce bizarre que, parce qu'il n'est pas encore en place. Il n'est pas encore mis en place. Donc, ouais. est-ce qu'il y aurait eu des tests qui seraient faits? Ça Oui, en m'étonnerait. Moselle, je n'ai pas le sécurisé. Ah bah, ce que je vous invite à faire, c'est de nous transmettre le numéro de sécurité sociale de l'assuré dans l'enquête de satisfaction à la fin, avec vos coordonnées. Comme ça, on peut vous rappeler et on peut regarder ensemble le dossier, parce que normalement, ils sont pas Il est censés pas le du tout. refuser, hein, Ouais, ouais. ouais. Ah, Alors, est-ce que Manon, vous pouvez juste nous préciser votre question parce que vous avez mis lors d'un arrêt en ALD, est-il valable lorsqu'il est rajouté à la main la mention ALD? Normalement, c'est censé être coché en lien avec une ALD, mais il me semble que Paris, vous n'êtes pas censé avoir ouais. Alors, sur le volet 3 déjà, normalement, vous n'avez pas du tout de. de Normalement, mention. de mention ALD, vous l'avez pas. Est-ce que le salarié, du coup, sur le volet 3 qu'il a eu, il a voulu vous le cocher pour vous le préciser? C'est. Ouais. Ouais.
Normalement, il ne doit pas être ajouté puisque vous, en tant qu'employeur, vous n'êtes pas censé savoir que c'est une ALD. Donc, le volet 3, c'est pas coché. Le salarié vous remet le volet 3. Est-ce qu'il l'aurait coché? Ça, c'est pareil. Ouais. Bon, je n'ai pas la Sur mention le cochée. V3 à la Voilà. main. Ouais. Ça, il faudrait peut-être aussi, n'hésitez pas à nous donner donc vos coordonnées, les coordonnées de l'assuré dans l'enquête de satisfaction. Comme ça, on peut regarder et puis vous Pour les cas recontacter après, particuliers, hein. en fait, voilà, c'est un petit peu compliqué de répondre à Mm. l'écran sur des cas particuliers. Donc, comme dit Océane, si vous avez des cas précis particuliers qui posent problème dans Oui. l'enquête de satisfaction, vous nous demandez de vous rappeler ou vous nous mettez le Le numéro de numéro de sécu. sécurité sociale, comme ça, on peut regarder ensemble et on vous rappellera. Alors, deux employeurs nous disent qu'ils ont déjà eu également un arrêt sécurisé Oui, avec un logo. ouais, effectivement, il est déjà diffusé, mais il n'est pas encore obligatoire. C'est là la nuance, c'est que les médecins, les praticiens ont le CERFA sécurisé, mais il n'est pas encore obligatoire. Il deviendra obligatoire, on n'a juste pas encore la date Ouais. pour vous le dire. On vous le dira, ça c'est sûr, dès lors que nous, on a la date aussi, on vous le communiquera. Mais pour l'instant, donc ils sont en place, les médecins l'ont, mais on ne sait pas pour Quand il va quand, devenir c'est ça. obligatoire. C'est ça. Donc, on est encore tenu de prendre les anciens Mm. arrêts. Alors, on va passer à la suite, Océane, peut-être. Oui, on Laurence, je avance vous un petit invite à... On répond, on avance un petit peu, puis Ouais. on vous répondra. Alors, le nouveau plafond des indemnités journalières. On va vous parler un petit peu donc du nouveau décret du 20 février 2025. Donc, c'est vrai qu'à partir du 1er avril 2025, on a donc eu une baisse du plafond de sécurité sociale. Donc, le plafond de calcul des indemnités journalières est passé de 1,1 fois le SMIC à 1,4 fois le SMIC. Donc, en fait, l'impact, c'est que l'indemnité journalière maximale, elle est revue à la baisse. On était à 53,31 € et à compter du 1er avril, on passe donc à 41,47 €. Il faut savoir que seuls les arrêts de travail initiaux à compter du 1er avril sont concernés par ce décret. Les prolongations au-delà du 1er avril restent sur le plafond à 53,31. En cas de rechute ALD, donc l'indemnité journalière ne pouvant pas être inférieure à la première indemnité journalière versée, le montant restera inchangé. Le montant peut donc être supérieur au nouveau plafond. On va vous donner un exemple. On a un arrêt de travail le 30 décembre en rapport avec une ALD. C'est donc le premier arrêt en lien avec cette ALD. Le montant maximum de l'IJ qui était versé était de 53,31. Et puis en mai, nouvel arrêt de travail en lien avec la même ALD. Donc le montant de l'indemnité journalière qui va être versée en mai, elle reste bien égale à la précédente, c'est-à-dire à 53,31. Oui, effectivement, en fait, vous savez pas si c'est en lien avec elle. Et c'est pour ça qu'on nous, quand on vous l'explique, on vous invite vraiment à faire une attestation de salaire à chaque arrêt de travail parce que si vous n'avez pas la mention ALD, eh ben, vous ne pouvez pas savoir. Mais nous, en tout cas, on va indemniser l'arrêt de travail, ça c'est sûr. Il nous faut juste l'attestation de salaire pour le faire. Donc c'est vrai que vous n'avez pas la mention, mais nous, on le sait. Donc c'est pour ça qu'on vous invite tout le temps à faire une attestation de salaire dès lors que vous avez un arrêt de travail. Parce qu'on rappelle, donc l'arrêt de travail, enfin un petit, on, Mm. on On décale dérive un un petit peu, peu, voilà. mais on a des questions Le sur la premier LD. arrêt de travail, par exemple, dans notre exemple, donc on va payer un arrêt en décembre à rapport avec l'ALD, 53,31 €. Il faut savoir qu'en mai, on va repayer donc l'IJ, donc l'indemnité journalière sera toujours à 53,31 € et en plus, il n'y aura pas d'application du délai de carence sur le Mm. deuxième arrêt, Mm. affection de longue durée. Donc c'est vraiment C'est important, ça. à chaque arrêt de travail, même si c'est un jour, 2 jours, faites-nous une attestation parce qu'il est possible que ça soit en lien avec une ALD. On va juste avancer un petit peu. En tout Oui, cas, Laurence, vous anticipez parce qu'on a le prochain webinaire sur la LD. Donc, oui. Alors Laurence, on peut vous dire, en juillet, c'est un webinaire spécial ALD. LD, c'est ça. Alors, attends. Alors, ce plafond. Alors, on va continuer juste sur Juste, le plafond. oui. Donc, l'indemnité journalière, on fait un petit rappel du calcul. En fait, elle est égale à 50% du revenu d'activité antérieure. Elle est due pour chaque jour ouvrable ou non. Le revenu d'activité antérieure, ça représente le revenu moyen que percevait votre salarié avant son arrêt maladie. Donc, comment on le calcule, en fait, nous, en caisse primaire? Il est égal à la somme des salaires de référence, donc limité à un plafond, divisé par le nombre de jours de la période. Donc, sur une période standard, une période de référence de 3 mois pour un salarié standard, on va prendre un diviseur de 91,25. Pour un salarié discontinu, la période de référence va être de 12 mois. On va donc prendre un diviseur de 365. Et face à ce calcul, on va prendre le montant de l'indemnité journalière et on va prendre Oh, pardon. 50% du revenu d'activité antérieure. J'anticipe. On vous a fait deux exemples. Ouais, ça va être plus parlant par rapport à ce nouveau plafond du 1er avril.
Donc, comment calculer avant le 1er avril? Donc, on a un arrêt de février, période de référence 3 mois, novembre, décembre, janvier. Les trois salaires sont donc plafonnés à 3 242,31, ancien plafond. On calcule le revenu d'activité antérieure, donc on prend les trois salaires plafonnés fois 3. On divise bien par 91,25, on arrive à 106,60 €. On prend donc 50%, comme on le disait, on divise par 2. On a bien notre indemnité journalière maximale à 53,31 €. Maintenant, avec ce décret, ce nouveau plafond, à compter du 1er avril, donc qu'est-ce qui se passe pour un arrêt du 25 avril? On va prendre les trois salaires précédents, janvier, février, mars. Les trois salaires seront donc plafonnés à 2 522,57. Vous voyez, c'est plus du tout le même plafond. Le calcul, du coup, c'est le même, hein, 2 522,57 fois 3. On divise par 91,25. Et ensuite, pour avoir notre indemnité journalière, on divise par 2. On a donc notre indemnité journalière maximale qui est de 41,47 €. Donc, ça a peut-être un impact à votre niveau, hein, Mm. puisque nous, on intervient sur une plus faible partie. Alors, ce plafond est aussi valable pour les indemnités journalières pour accident de travail ou maladie professionnelle. Il me semble pas. Il me semble que c'est juste un impact sur les Ouais, vies sur maladies, sur hein. les indemnités maladies, en Mm. fait, hein. Il me semble pas, hein. Alors, Séverine nous dit qu'elle a été confrontée avec certaines CPN qui n'ont pas plafonné les salaires. Une moyenne. Ils ont réalisé une moyenne et si l'IGSS était en dessous de 41,47, ils versent un complément peut-être? Ouais, le versement. Alors là, il faut voir avec les caisses, hein, si Ouais. vous avez effectivement des doutes sur les indemnités journalières et le calcul, on vous invite à vous rapprocher de la caisse qui a peut-être fait une erreur dans le paiement. Donc, si une ALD, même un jour, ça prend en charge, c'est bien ça. En fait, si vous voulez, le principe de l'ALD, c'est-à-dire qu'on va payer un premier arrêt en rapport avec une ALD. Donc, les 3 jours de carence vont se mettre sur le premier arrêt. Et si on a d'autres arrêts qui sont en lien avec cette affection longue durée, la carence sera neutralisée, c'est-à-dire que la carence, il n'y en aura plus pour les autres arrêts. La carence, elle se met vraiment que sur le premier arrêt. Et pour toutes les autres arrêts qui sont en lien avec cette ALD, on paye, il y a un impact financier, on paye vraiment, hein. Et même si c'est un jour qui est en lien avec la réflexion longue durée, le seul jour peut donner lieu à une indemnisation, effectivement. Alors, on va reprendre. Alors, Cindy, je pense qu'on a répondu à votre question, hein. Là, vous donniez l'exemple de l'arrêt du 15 avril. À l'écran, on vous a mis l'arrêt au 25 avril. C'est un petit peu votre question. Donc, effectivement, le plafond sera à 2 522,57. Mm. Alors, au niveau des ALD, on dérive un petit peu Oui. peut-être. Mm. On va plus répondre aux questions sur les ALD. On vous invite quand même, À vous inscrire à celui voilà, il y a 2 semaines, je crois, le le 8 8 juillet. juillet, en fait. On fait Oui. vraiment un focus que sur les ALD. Donc, n'hésitez pas, toutes les personnes qui ont posé des questions. Là, je vois Anne-Marie Cerdan, elle a encore posé une question sur les ALD. Inscrivez-vous à notre webinaire du Du 8 8 juillet. juillet. Mm. On va vraiment tout détailler parce que là, du coup, On on est un dérive petit un peu petit hors peu. sujet. Et que faut-il donner comme document? Alors, je sais plus c'était quoi la question d'Alexandra. Tu vois, on les Alors, répondu assez rapidement. Alexandra, je vais dessiner Ouais. comme Je ça. sais plus c'était quoi la question de base. Une LD, même un jour, ça prend. Oui, en fait, il faut juste l'attestation de salaire, hein. Alexandra, en fait, vous envoyez l'attestation de salaire. Nous, on a l'arrêt de travail et nous, on indemnise. C'est tout simplement comme ça. Alors, on va passer du coup aux nouveautés compte entreprise, donc de dépôt de pièces jointes et déclaration AT. Alors, donc c'était une nouveauté qui était en janvier 2025, mais en fait, on voulait vous apporter quelques précisions, notamment s'il y a plus ou moins de 3 caractères pour le nom de naissance ou d'usage. C'est-à-dire que normalement, quand vous renseignez donc les numéros de sécurité sociale et les 3 premiers caractères du nom de famille sur le compte d'entreprise, si votre salarié s'appelle DU, donc DU, il y a forcément moins de 3 caractères. Donc en fait, ils ont mis quelques précisions. Donc si le nom de famille fait 3 caractères ou moins, il faut bien sûr saisir le nom entier. Donc si le nom est DU, il faut bien mettre DU. Si par contre le nom de famille comporte un espace ou un caractère spécial, donc un apostrophe ou un tiret, il faut saisir l'espace ou le caractère spécial. Donc, ils ont donné comme exemple, si le nom est Dupont, donc DU espace pont, il faut bien saisir DU avec l'espace après la lettre U. Si le nom est D apostrophe Upont, il faudra bien mettre D apostrophe U. Et si le nom est Dupont tout attaché, il faut bien mettre DUP, donc DUP. Concernant la déclaration d'accident de travail. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une mise à jour qui a eu lieu au mois de mai.
Donc en fait, elle permet de transmettre directement l'attestation de salaire lorsque l'accident a pour conséquence un arrêt de travail. Donc ça se passe à l'étape 3 toujours, hein, dans la description de l'accident. Vous avez donc arrêt de travail lié à un accident. Et là, vous devez cocher oui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à l'étape 5 sur 5, donc la signature validation, ils ont mis donc valider et transmettre par déclaration à l'assurance maladie. Donc une fois que vous cliquez là, vous avez donc forcément l'accusé de réception, hein, avec toutes les pièces et vous pouvez directement aller dans saisir l'attestation de salaire. Et ce qui est bien sur cette entreprise, c'est quand même bien fait, c'est qu'une fois que vous cliquez dessus, vous arrivez tout de suite à l'étape 3. C'est-à-dire que l'étape 1 sur l'entreprise et le choix du SIRET, c'est déjà rempli puisque vous avez déjà renseigné ces informations-là sur le compte entreprise. L'étape 2 sur le choix de l'attestation, bah, c'est déjà fait puisque forcément c'est un accident de travail, donc on veut une attestation accident de travail. Et l'étape 3 sur les renseignements de l'assuré sont également remplis puisque vous avez déjà indiqué sur la DAT quel était l'assuré en fait. Donc c'est quand même bien fait. Par contre, on vous invite quand même à continuer les signalements d'arrêt de travail en DSN, hein. C'est vraiment ceux qui sont à privilégier parce que vous avez vraiment un seul signalement qui va générer l'attestation de salaire, ATMP et maladie, hein. Vous avez également donc l'IJ provisoire dans l'attente de la reconnaissance de la TMP qui sera faite, hein, puisqu'on reçoit les deux attestations. Et il y aura une régularisation automatique si la TMP est reconnue, qui se fera en fait. Donc on vous invite quand même à continuer les signalements DSN. Surtout qu'en fait, si vous avez assisté à notre webinaire de mardi, vous savez que c'est un petit peu compliqué au niveau des primes, hein. Donc, du coup, en fait, il va permettre en fait de tout faciliter le scellement DSN. C'est-à-dire que vous n'avez pas de montant de salaire à compléter, pas de prime à indiquer. Donc, tout ce qu'on a vu mardi, il n'y a pas besoin de s'en soucier. Et il n'y a pas de salaire établi à saisir. En fait, le scellement DSN, il va chercher directement dans vos DSN mensuels tous les éléments que vous avez déjà renseignés, en fait. Et du coup, ça va nous créer l'attestation tout seul. Donc, c'est vraiment beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus fiable et beaucoup plus rapide, hein. Vous n'avez vraiment pas besoin de faire toutes les manipulations. Donc, on vous invite quand même à continuer vos signalements DSN en ATMP. Voilà, du coup, Candy Lofer nous demande s'il est toujours nécessaire de faire deux Oui. attestations. Ben là, en signalement DSN, en fait, non. Vous faites votre signalement Mm. DSN, accident de travail, et d'office, ça génère une attestation maladie. Par contre, si vous faites du net entreprise, c'est vrai qu'il faut faire l'attestation accident et aussi l'attestation maladie. C'est ça. Parce que en fait, cette entreprise, c'est un petit peu plus lourd parce que vous allez devoir faire la chose deux fois, alors que DSN, ça se fait automatiquement. Donc, comme dit Corinne, exactement, on fait une déclaration DSN et pas de déclaration sur cette entreprise, hein, si c'est possible, hein. C'est exactement ça. Donc, ils nous proposent, des entreprises proposent enfin, donnent la possibilité, mais nous, on vous recommande de passer toujours par la DSN. Alors, Carole nous demande, on fait la déclaration en flux EDI, cela fonctionne comment avant? Bah, en fait, Carole, visiblement, vous êtes sur Net Entreprise ou les Mm. flux DSN, il faudrait juste nous préciser quel flux vous utilisez. Est-ce que vous utilisez l'attestation de salaire en flux EDI sur Net Entreprise ou alors en DSN? Je pense que c'est l'entreprise, mais Ouais, je suis pas sûre. si vous pouvez nous préciser. Peut-on imprimer l'attestation depuis DSN? Alors, ça dépend les logiciels, hein, les employeurs nous le signalent souvent. Effectivement, on ne peut pas imprimer. Peut-être certains logiciels le permettent. Mm. Après, il faut aller dans votre signalement, dans votre tableau de bord, pardon, pour aller vérifier en Oui, fait les informations. c'est ça. Quand on dit IJ provisoire, c'est d'office en maladie. Oui, en fait, si vous voulez, comme il y a des délais d'instruction en ATMP, donc ça peut être, si tout va bien en AT et qu'il n'y a pas d'investigation, c'est 30 jours. Mais s'il y a des investigations, ça va au-delà, donc ça fait 90 jours. S'il n'y a pas de subrogation, bah forcément, le salarié est impacté. Même en subrogation, vous pouvez être impacté aussi de votre côté. Donc, le temps que l'instruction se fasse sur le dossier AT, nous, on peut payer provisoirement en maladie. Et une fois que l'AT est reconnu, eh ben, on pourra payer en accident de travail. Donc, Carole, vous travaillez donc sur Net Entreprise, très bien. Donc là, dès lors que vous avez des accidents de travail à faire, donc comme l'a montré Océane, dès que vous avez fait votre déclaration, en fait, vous allez cliquer pour faire l'attestation de salaire. Donc, continuez comme ça. Vous travaillez avec un logiciel métier service de santé avec les informations RH salaire. Ouais, alors c'est peut-être un petit peu particulier votre système. Continuez comme vous faites. Si vous avez la possibilité de faire des signalements DSN, c'est bien. Mais sinon, continuez sur Net Entreprise, en fait, hein, à faire vos Mm. déclarations et vos attestations de salaire.
par Après, votre logiciel Après, j'en profite si vous voulez faire des tests net Oui, d'entreprise, DSN, DSN. n'hésitez pas à contacter le 3679 en leur expliquant votre cas, que vous souhaitez vous mettre justement au signalement DSN, que vous savez pas trop comment. Alors, ils peuvent justement nous faire un petit message de notre côté, hein, au côté CRE, chargé de la relation entreprise. Comme ça, nous, on peut vous rappeler directement. On voit avec vous comment on peut mettre le système en place et on vous accompagne, hein. Donc, si vous voulez passer par le signalement DSN, vous pouvez appeler le 3679 et leur demander De, de venir vers nous, comme ça, nous, on peut vous ouais. rappeler. Voilà, bah, Océane, on peut continuer le Oui, oui, webinaire. donc le numéro, Oui, c'est le 3679, hein. du coup, je réponds juste à Florence pour sa question ALD. Je voulais vous la saisir, mais je vais, voilà, pour les questions, comme on a dit tout à l'heure, Mm. hein, les cas particuliers d'indemnité journalière de salarié, il faut qu'on examine le dossier de votre salarié, en fait, avant de répondre. Les ALD, c'est complexe, hein, il y a 3 ans, il faut qu'on étudie tout, donc on ne peut pas vous répondre comme ça. Moi, je vous invite à passer par l'enquête de satisfaction. Vous nous donnez le numéro de sécurité sociale et on pourra vous rappeler. Mm. Voilà. Alors, on continue sur le point réglementaire, le dernier jour de travail et les salaires, en fait. Du Donc, congé maternité, voilà, oui. moi, je vais prendre le dernier jour de travail. Alors, on va vraiment faire un petit focus sur le dernier jour de travail et principalement quand il y a changement de risque. Changement de risque, pour nous, ça veut dire quoi? On passe en maladie, en maternité, en maladie, en congé pathologique. C'est ça, un changement de Oui, risque. Donc là, on prend un petit exemple. Votre salarié se voit prescrire un arrêt maladie puis un arrêt en rapport avec un congé pathologique, hein, comme on l'a dit tout à mm. l'heure, et ensuite il débute son congé maternité. Et tout ça de manière consécutive, sans reprise de travail. Donc là, qu'est-ce qu'il va falloir indiquer en fait comme dernier jour de travail? Donc le dernier jour de travail à indiquer sera le 7 dans tous les cas. Vous allez devoir nous faire une attestation maladie ou un signalement maladie avec un dernier jour de travail le 7. Ensuite, il passe en congé pathologique. Vous allez nous faire un signalement de DSN ou attestation de salaire en maternité. Dernier travail au 7. Pardon, on a nos lignes téléphoniques qui sonnent. Et enfin, on a le congé maternité. Donc pareil, signalement de DSN ou attestation de salaire maternité. Toujours le même dernier jour de travail au 7. Là, on est sur des arrêts de manière consécutive et sans reprise de travail. Ah oui, donc on applique bien, on a fait une petite précision, hein, pour l'arrêt maladie, vous le savez, on applique donc le délai de carence, hein, de 3 jours du 8 au 10. Alors là, c'est presque la même chose, c'est Deuxième un autre cas. cas. Votre salarié, donc, il se voit prescrire un arrêt maladie, puis un arrêt en rapport avec un congé pathologique lié à la grossesse, un autre arrêt maladie Ça peut arriver, hein. et du congé maternité officiel. Donc là, on est toujours, tout est prescrit de manière consécutive sans reprise de travail. Donc là, on va être un petit peu dans le même cas, sauf que, attention, il va falloir faire 4 attestations de salaire, une pour l'arrêt maladie, dernier jour de travail le 7, ou une pour le congé pathologique avec dernier jour de travail le 7, une nouvelle attestation de salaire, arrêt maladie avec dernier jour de travail au 7, et enfin l'attestation maternité avec le dernier jour On sait au toujours. 7. Attention, simplement, nous avons donc un délai de carence qui est réappliqué sur le deuxième arrêt maladie également, hein. Vous avez une carence du 8 au 10 normal et ensuite il a un nouvel arrêt maladie. On réapplique un délai de carence du 22 au 24. Ça arrive, vous savez, dans les cas où l'assurée, elle a déjà pris un congé pathologique de quelques jours avant le premier arrêt maladie, hein. Des fois, ils arrivent, Mm. ils enchaînent un petit peu. Et en fait, le congé pathologique, vous savez, c'est bien 14 jours. Et du coup, bon, ben là, elle avait encore besoin d'un arrêt maladie avant le congé maternité, hein. Juste, on a fait une petite erreur sur le support, excusez-nous. On a mis application du délai de carence du 22 au 24. Quand on regarde notre petit tableau, on est en congé pathologique. Donc, c'est pas là qu'on applique le délai de carence. Le délai de carence s'applique bien du 29, 30 et 31. Tu vois, Oussane? Ah non, c'est congé maternité 29, 30, 31. C'est l'arrêt maladie, en fait. Délai de carence, application du délai de carence du 8 au 10. Ok. Ouais, ok. Bon. Alors, attends. Pas de deuxième attestation qu'en patho avant maternité. Alors, on conseille quand même de faire une attestation pathologique et vous allez nous dire c'est la même chose, mais simplement selon certaines conventions collectives, en fait, vous appliquez ou pas la subrogation. Parfois, certains employeurs sous congé pathologique n'appliquent pas la subrogation, par contre, sur la maternité, ils le font. Donc, c'est pour ça, selon le risque et l'attestation, il faut quand même nous préciser et nous la faire en précisant bien les dates de subrogation.
Alors, juste retourner sur le premier exemple, parce qu'on a une question sur le premier exemple. Alors, bah, tu me l'as enlevé, la question. C'est vrai? Oui, c'est la question d'un premier exemple. Descends. Alors, dans le premier exemple, il faut donc faire deux déclarations en maternité. Lui, en fait, il faut faire une déclaration pour le congé pathologique et du coup pour l'arrêt maternité. Alors, comment fait-on la différence entre les deux arrêts? Nous demande Laure. La différence entre les deux arrêts, ben, nous, on aura donc un arrêt maladie. On aura un arrêt congé pathologique. Donc, nous, on va le voir, hein, ça va être coché dessus. Normalement, vous aussi, en tant qu'employeur, vous voyez que c'est du congé pathologique sur le volet 3. Mm. Ensuite, on a de nouveau un arrêt maladie. Donc là, on voit encore la différence puisque la case congé pato n'est pas cochée. Et ensuite, on bascule en maternité Mm. officielle. Alors, on va continuer Alors, ouais. peut-être le support et on répondra aux questions à la fin, en fait. Alors, ça, c'est encore un autre exemple. Donc là, vous avez une salariée ou un salarié qui soit, enfin, une salariée, puisqu'on est sur du congé maternité, pardon. Votre salarié se voit prescrire donc un arrêt maladie, puis un arrêt en rapport avec un congé pato lié à la grossesse, et enfin débute son congé maternité de manière consécutive, sans reprise de travail. Mais attention, on va voir qu'il y a un week-end qui est non couvert par une prescription. Donc, vous voyez à l'écran sur notre tableau, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le 23-24, en fait, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de prescription de repos. Ça arrive parfois, hein, les médecins, en fait, ils oublient de Oui, mettre le samedi et le dimanche c'est avec. ça. Dans la prescription, en fait, le médecin qui a prescrit le congé pathologique, il l'a mis peut-être jusqu'au vendredi. Mm. Et du coup, le samedi, dimanche, on n'a rien. Donc là, attention, ça va différer sur l'envoi de vos attestations. Donc, toujours maladie, dernier jour de travail au 7. Pour le signalement en attestation de salaire, donc pour le congé pato, il faudra donc nous faire un signalement toujours le même dernier jour de travail. Mais attention, pour le congé maternité, c'est là que ça va changer en fait. Vous voyez que le dernier jour de travail est indiqué. Pour l'attestation maternité officielle, donc congé maternité commence le 25, il va falloir nous indiquer un dernier jour de travail au 24. Voilà. C'est quand même assez important. Voilà, on va continuer. On répondra aux questions après peut-être. Non, Oui, oui. j'avais raison. Le date carence, c'était bien le 22-24. Ah, J'avais raison. d'accord. Merci. Alors ensuite, la salariée a un arrêt, une maladie immédiatement après le congé maternité. Alors pareil, hein, vous Ouais. anticipez en fait, si vous voulez, on a un webinaire prévu fin juillet sur tout ce qui est congé maternité, paternité, congé de deuil. Donc du coup, bah, si en fait, si la salariée elle a un arrêt maladie immédiatement après le congé maternité et que qu'on est dans le cas là, par exemple, vous avez une activité salariée, un arrêt maladie, le congé pathologique, un congé maternité qui s'accole directement et un arrêt maladie après le congé maternité, finalement, si tout se suit, et ben le DGT sera toujours le même. Donc le premier DGT donc sera le 7. Alors, est-ce qu'un médecin peut faire un arrêt le lundi, en début d'arrêt le dimanche ou le samedi? Alors, en soi, oui, parce que le médecin peut antidater de 48 heures, mais c'est très très rare et il faut bien qu'il le note sur l'arrêt de travail. Mais en fait, là, ce que le médecin aurait dû faire tout simplement, c'est de mettre le congé pathologique jusqu'au 24. Et même si on est au-delà des 14 jours, nous, on aurait mis les 2 jours qui restent, enfin le 15e et le 16e jour, en maladie, en fait. Le médecin aurait dû juste mettre l'arrêt de travail jusqu'au dimanche, en fait. Alors, on répond encore aux questions où on les fait après. Quand l'arrêt pathologique chevauche la maladie, on prend quelle date? Alors nous, on se fie à ce que le médecin nous dit. C'est-à-dire que si nous, on a le premier arrêt de travail, c'est l'arrêt maladie, et que là, dans le cas, il va jusqu'au 13, et qu'après, on a un congé pathologique qui commence le 13, on fera commencer le congé pathologique au 13. Le congé pathologique prendra le dessus sur l'arrêt maladie. En fait, c'est ce qui est le plus favorable aux Oui, salariés c'est ça. Mm. au niveau du risque. Si le risque avait été le même avant et après les week-ends non couverts, on doit aussi changer le dernier jour de travail. Alors, si vous avez une prolongation, admettons, là, c'est que de la maladie. Si vous avez une prolongation du 22 au 25, pas de souci. Donc là, le DJT, c'est toujours le même. Par contre, si vous avez un arrêt initial le 25, le DJT sera la veille, donc le 24. Manon nous demande, pourriez-vous faire un webinaire sur les étapes à effectuer pour vérifier l'authenticité de l'arrêt de travail?
Alors, je vous invite à nous le noter dans l'enquête de satisfaction, en fait, parce que quand on fait le point sur l'enquête de satisfaction, effectivement, c'est Ouais. là qu'on demande aux employeurs de nous indiquer des idées de webinaires. Et nous, après, on fera des webinaires en fonction Mm. de vos demandes, en fait. On continue peut-être un On petit va peu sur... continuer. Il me semble que c'est l'enchaînement de risque. Donc, justement, pour bien l'attestation de salaire, vous devez donc nous fournir à la CPAM. Voilà, donc on a refait un petit check de tout ce qu'on a dit avant. Donc on est toujours dans le congé maladie, pathologique, maternité. Donc on a le premier arrêt en maladie. Ensuite vient en bleu le congé paternité. Non, Ensuite, euh, pathologique. pathologique, pardon. Pathologique. Ensuite, on a le congé maladie. Et ensuite, on a le congé maternité officiel. Donc là, vous avez bien quatre attestations de salaire, C'est comme on l'a ça. dit. Une attestation maladie, maternité, maladie, maternité. Le dernier jour de travail sera toujours le Le même. 19. Là, il n'y a pas d'interruption, donc ça change pas. Attention, on rappelle à chaque changement de risque, en fait, obligation d'envoyer une attestation de salaire. Alors, on va passer maintenant, du coup, au calcul de l'indemnité journalière en maternité. Donc, en fait, c'est un peu comme la maladie, hein. Donc, c'est toujours les trois salaires du mois précédent de congé maternité, donc pour les salariés mensualisés, ou 12 mois, donc pour les salariés avec une activité discontinue. Donc, la seule chose qui va différer donc de la maladie, c'est il faut prendre les salaires bruts de référence, hein, et les diminuer d'un taux forfaitaire de 21%. Donc, soit vous faites le salaire brut fois 21%, ou soit vous faites fois 0,79, hein, ça revient au même. Donc, l'indemnité journalière versée, elle correspond toujours au revenu antérieur brut. Donc, soit la somme des salaires de la période divisée par 91,25 si c'est un calcul sur 3 mois, ou 365 si c'est un calcul sur 12 mois. Et puis, donc, il y a toujours donc, les prélèvements sociaux, hein, ça c'est comme en maladie. Donc, il y a la CRDS au titre donc, de 0,5% et la CSG donc à 6,2%. Et donc, il y a toujours un montant maximum de maternité, hein. Donc, on est à 101,94 € au 1er janvier 2025, ce qui représente un salaire brut de 3 925 euros. On vous a fait un petit exemple, c'est toujours plus parlant. Donc là, on a des salaires maladie à 2 601,53 €. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va on va prendre le salaire brut et on enlève 21%, hein, donc ce qui nous donne 2 055,21 €. On va les multiplier par 3. Et ensuite, on les divise par 91,25, ce qui nous donne un salaire brut de 67,57, à quoi on va enlever bien sûr la CRDS et la CSG. On vous a mis un petit peu donc, ce que ça représentait sur l'attestation maternité, hein, donc c'est bien coché maternité, c'est bien coché réduit de 21%, et on a donc les salaires à 2 055,21 €. Alors, on a fait ce petit point avec Océane parce que souvent, on voit sur des attestations de salaire, maternité, en fait, vous indiquez le salaire net Mm, au lieu de bien prendre le brut moins c'est 21%. ça. Alors, vous faites bien de poser la question, Laure, pour les salariés en apprentissage. En fait, ce qu'il faut faire, c'est justement, il faut bien mettre dans catégorie de l'emploi cas standard. Parce que si vous voulez, nous, même si vous voulez enfin mettre le salaire brut abattu de 21%, ce sera pas correct en fait. Donc moi, je vous invite vraiment à bien mettre cas standard dans la catégorie socio-professionnelle pour que le salaire soit calculé au plus juste. Ah ben, On en a fini donc sur ce oui. flash actu. On va passer donc aux coordonnées utiles, hein. Donc pour le site internet, donc il y a bien sûr notre entreprise avec la base de connaissances qui est très importante, très Mm, intéressante, hein. mm. Si vous avez des fois des questions que vous n'arrivez pas trop joindre le 3619, bah, vous pouvez essayer de chercher sur notre entreprise, hein, donc sur netentrepriseCustL.com. Et puis il y a toujours Amélie Entreprise, donc on poste des actualités. Souvent il y a les liens pour nos Mm. prochains webinaires. Il me semble qu'ils sont d'ailleurs en ligne, donc n'hésitez Oui, pas à aller. justement, Ouais, voilà. Il y avait un employeur qui nous demandait où s'inscrire. Notre ouais, prochain webinaire, je crois, est déjà en ligne, celui du ouais, 8 juillet sur la LD. Donc, vous pouvez aller sur Amélie Moselle Entreprise c'est et ça. vous aurez vraiment le lien d'inscription pour les prochains webinaires. Au niveau des contacts téléphoniques, hein, donc sur notre entreprise, la DSN, c'est le même numéro, hein, donc le 0806 800 700. Et pour tout ce qui est suivi des dossiers d'indemnité journalière, hein, vous avez une question, un doute, donc c'est toujours le 30. Voilà. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, hein. On peut se prendre Quelques le temps d'y minutes. répondre Ouais. quelques minutes. On a juste une petite question. Il y a un plafond sur ces salaires, comme pour la maladie. Oui, alors je vais juste revenir parce que je l'avais mis, le plafond, donc pour le montant maximum, en fait, voilà, de l'indemnité journalière maternité, donc on a un montant de 3 925 € brut, donc ce qui correspond à une IJ à 101,94 €. Voilà. Voilà.
Là, on n'a pas d'autres questions. On vous a mis également notre page LinkedIn, hein, si ça peut vous intéresser. Donc, il y a toutes les actualités de la CPAM de Moselle, donc que ce soit pour nous, chargé de la relation entreprise ou la CPM de Moselle en général. Et puis, comme on l'a dit, hein, donc on vous donne rendez-vous donc le 8 juillet 2025 donc, pour un nouveau webinaire sur l'affection longue durée. Alors, on a des questions. Alors, on a un spectateur anonyme, effectivement, qui nous parle du nouveau CERFA, qui est visiblement problématique dans Pour son eux. entreprise. En tant que gérant de la paye, il est interdit de demander le volet 1. Il faudrait alors bloquer l'indemnisation en paye et attendre de savoir si la subrogation est accordée. Et ça là, devient ingérable pour nous. Comment allez-vous nous aider sur ce point? Pourriez-vous mettre en place le petit logo argenté sur le dernier volet ou une autre marque distinctive? Alors, malheureusement, on n'a pas la main, hein, Oui. ouais, On c'est peut pas vraiment intervenir dommage. sur le volet 3, c'est vrai, Mm, on peut rien changer mm. là sur le CERFA. Après, je dirais, ça va pas être bloquant, hein. Tous les médecins sont au courant, tous les médecins vont utiliser ce nouveau CERFA. Ça va quand même être encore à Ouais. la marge. La non-utilisation de ce Mm. CERFA, hein, ça ne va pas C'est non ça. plus. Après, pour l'instant, pas de panique, hein. Comme on a dit, ils sont pas obligatoires, hein. Donc, pour l'instant, vous procédez comme vous procédez habituellement, hein. Voilà. Vous prenez en charge vos volets 3. Il n'y a pas de souci. Donc, vraiment, pour l'instant, c'est pas de... Voilà. Et puis, quand le nouveau CERFA va arriver, en fait, dans votre logistique, vous, ça changera rien. Mm. C'est nous, en fait, caisse primaire, on va être un tout petit peu plus vigilants, hein. On va essayer de lutter contre la fraude au maximum. Donc, dès lors qu'on n'aura pas le nouveau CERFA, on le demandera aux praticiens. Donc, Mm. ça retardera un tout petit peu. Mais tous les praticiens vont l'utiliser, hein. Il y a eu une bonne communication Oui, c'est là-dessus. ça. Dans le cas d'un arrêt jusqu'au vendredi et d'une prolongation à partir du lundi, comment indemnisez-vous et quel dernier jour de travail? Alors, le DGT, ça va être la veille de l'arrêt initial. C'est-à-dire que si votre arrêt, il commence le lundi jusqu'au vendredi, vous mettez bien un DGT au dimanche, donc la veille de l'arrêt initial. Et une prolongation à partir du lundi, on raccroche du coup la prolongation. Donc, le DGT ne change pas, c'est toujours le même. Vous n'avez même pas besoin de faire l'attestation de salaire. Nous, on va tout raccrocher. Seulement, donc, les samedis et le dimanche qui ne sont pas prescrits par un arrêt de travail seront indemnisés à zéro. Le PDF, donc vous allez, donc le support, hein, il est téléchargeable à la fin Mm. du webinaire. Vous allez avoir un petit pop-up qui va s'afficher et vous avez donc un lien Blue File que vous devez copier-coller dans votre navigateur pour récupérer le support. Alors, Monique nous demande, ça c'est plus du congé paternité, mais on va y répondre. Comment faire apparaître l'hospitalisation de l'enfant sur le tableau fractionnement par compte entreprise? Alors, c'est vrai qu'il apparaît Il pas. apparaît pas. En Ouais. fait, il faut nous le préciser en annexe quand vous remplissez directement sur le compte entreprise les périodes de fractionnement. Il faut nous mettre un petit document Word où vous le précisez qu'il y a une hospitalisation de l'enfant. Vous faites bien de me poser la question. Je me la note parce que comme on fait le webinaire sur le congé paternité Oui. en fin de mois, on pourra peut-être regarder et vous apporter une solution. N'hésitez pas à vous inscrire, hein. Comme ça, on pourra regarder. Alors, si tous les médecins respectaient vraiment, nous aurions bien moins de problèmes en tant qu'employeur. Donc, quand vous dites que les médecins sont informés, cela ne sera pas respecté de tous, malheureusement. Mais nous, en caisse primaire, on va retourner tous les arrêts non conformes aux médecins. Oui. Donc, ils seront Après, sollicités par la caisse. comme on a dit, malheureusement, nous, on n'a pas forcément la main. Vous savez, nous, on est un service administratif, c'est-à-dire on n'a même pas le motif de l'arrêt de travail. Nous, voilà, le Voilà. médecin nous dit que l'assuré est en arrêt de travail et nous, c'est ce qu'on prend en compte. Donc, nous, on n'a vraiment pas la main sur les arrêts de travail, malheureusement. Voilà, une dernière question de Laurence. Donc, pour les attestations de salaire, on a quand même des questions. Pour les attestations de salaire, le plafonnement se fait en moyenne ou par mois. Donc, elle nous donne l'exemple, un mois à 2 000 € et 2 mois à 4 000. Alors, le plafonnement se fait sur chaque mois, hein. C'est-à-dire que Voilà, là, le plafond, il est à 2055, on a dit. voilà. Donc, en fait, les 2 mois, donc, admettons, vous avez janvier qui est à 2 000 €, février et mars qui sont à 4 000 €. On va plafonner février à 2 500 € et mars à 2 500 €. Alors, Laurine nous pose une question. Dans le cas d'un arrêt jusqu'au dimanche et d'une prolongation à partir du mardi, doit-on accepter la prolongation? Alors, nous, déjà, dans tous les cas, on va l'accepter, hein. On va l'enregistrer. Après, c'est au niveau du paiement, en fait, Mm. que ça diffère. Oui, c'est ça. Tout ce qui, en fait, il faut partir du principe de tout ce qui n'est pas prescrit par le médecin ne donne pas lieu à une indemnisation. C'est-à-dire que les EJ seront à 0 €. Mais on pourra, euh, Accepter, enregistrer et payer la ouais, prolongation à c'est ça. partir de la Ouais. date de prolongation. Donc là, par exemple, en l'occurrence, le lundi ne sera pas payé. Mm.
mais on prend bien la prolongation. Alors, bonjour, je reviens sur la case cochée sortie libre par un médecin dans le cas où le salarié n'a pas à être présent chez lui de 9 heures à 11 heures, de 14 heures à 16 heures, c'est bien cela. Oui, si le médecin émet sortie libre, ben, il n'a pas d'heure de restriction à la Voilà, maison, c'est à la ça. maison, il Oui. peut sortir librement en Mm. fait. Alors, pour s'inscrire au webinaire du 8 juillet, alors il me semble qu'il est en ligne Sur sur Amélie. Amélie. Il est déjà en ligne en fait. Ouais, sur Amélie Entreprise. Après, donc, enfin, normalement, vous allez recevoir, donc, si vous étiez inscrit à ce webinaire-là, vous allez recevoir, donc, le lien d'inscription, normalement, par mail la semaine prochaine, je crois, Oui, pour vous inscrire. Mais normalement, il est déjà disponible sur Amélie Entreprise, hein. Vous pouvez déjà vous inscrire. voilà, ben, on n'a plus de questions. On va donc clôturer ce webinaire Flash Actu. On espère. Ah, Ok, on va clôturer ce webinaire. On vous remercie pour votre participation. On vous attend donc nombreux sur le webinaire donc du 8 juillet sur la oui. LD. N'hésitez pas à nous faire part donc dans l'enquête de satisfaction de vos remarques, de vos questions, si vous souhaitez qu'on vous rappelle, notamment pour les cas particuliers. Oui. Voilà, sur N'oubliez pas juste de laisser vos coordonnées, hein, parce que l'enquête oui, est anonyme, hein. Donc, oui. mettez bien un numéro de téléphone, un nom, un numéro de siret pour qu'on puisse vous rappeler, hein. Alors juste, on a le webinaire du 8 juillet. Je rebondis sur certaines questions du congé paternité. En fait, fin juillet, on fait un webinaire maternité-paternité. Congé de deuil, donc ça peut être intéressant. Donc, N'hésitez gardez vos pas aussi. questions Voilà. et puis on On y y répondra. répondra. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire sur juillet. Donc, juillet, c'est la LD et fin juillet, on est sur Le congé maternité. paternité. Voilà, Voilà. On vous remercie beaucoup. On vous souhaite une bonne fin de journée. exactement, Et hein. on vous dit donc À bientôt. au 8 juillet. Merci Merci beaucoup, au beaucoup. revoir.